Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, on en a parlé, on va en parler encore, bien entendu, parce que le problème n'est pas réglé, il est peut-être loin d'être réglé. On va en parler ce matin, vous savez, sur les émeutes qui ont fait preuve d'une violence d'une rare intensité selon les forces de l'ordre sur le terrain. Et on l'a bien vu, nous, en tant que citoyens et journalistes, pillage, agression d'élus et de citoyens, destruction de bâtiments publics, attaque de commissariats en un tir sur les forces de l'ordre et affrontement maintenant entre émeutiers et ce qu'on appelle les brigades anticasseurs. C'est assez récent. On va se poser la question, bien entendu, avec vous, chers amis. Bonjour Jean-Pierre Faber-Nadac, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Écoutez, il fait beau ici, Ouais. donc pour moi tout va bien. Merci. Bon, on va voir si tout va bien selon vous pour la France. En tout cas, je vous présente. Merci d'avoir accepté. C'est pas la même chose. Ouais, mon invitation. Vous êtes ex-capitaine de gendarmerie et fondateur du site Place d'Armes, bien entendu. Maintenant, vous êtes très connu depuis ces différents appels. Et le capitaine Hervé Moreau, officier de gendarmerie à la retraite. Bonjour Hervé, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, bonjour Jean-Pierre. Bien, écoute, excellemment. Tout va très bien en Bourgogne où je me trouve, en dépit des jours difficiles que nous avons passés, y compris bien sûr dans ma circonscription beaunoise. Nous n'avons pas été épargnés. Je sais bien, c'est pour ça. Je veux qu'on en parle tous les trois et surtout vous deux, bien entendu, parce que je voudrais avoir votre avis, déjà une première analyse sur ces 5-6 nuits d'émeutes, peut-être 7, on verra, parce qu'on a quand même du mal à avoir une cartographie complète de ce qui se passe vraiment en France. Les médias nous disent que ça se calme. Emmanuel Macron hier nous a dit que on avait passé le pic, mais qu'il restait très prudent sur la situation en France. On a vu des petites villes avaient été les théâtres d'émeutes, Millau en Aveyron et d'autres, j'en oublie plein. Aujourd'hui, messieurs, je vous première question, votre analyse rapidement à chaud, puisqu'est-ce que c'est fini, on ne sait pas. Jean-Pierre Faber-Nadac, pour commencer, quelle est votre analyse, vous, de ces quelques nuits d'émeutes là et de la situation, et qu'il y a dessous aussi, Écoutez, ça faisait combien depuis 2005 qu'on attendait ça. Je pense que tout simplement ça devait arriver un jour. Il suffisait qu'il y ait un mort. Tout le monde le savait d'ailleurs. Tout le monde savait qu'à partir du moment où il y aurait un mort, il est évident que la situation se tendrait. Il y a pour moi deux grandes différences. C'est l'intensité. L'intensité est bien supérieure à celle de 2005. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elles se sont répandues cette fois-ci en France, comme vous venez de le dire, Nicolas, dans des petites villes. Et on peut se poser la question, pourquoi elles se sont répandues dans des petites villes et malheureusement, la réponse est assez simple. Tout simplement parce que l'immigration ne touche plus non seulement les grandes villes, mais touche aussi ces petites villes. Et à partir de là, il est évident que cette rage, cette anti-France, parce que ce sont des gens qui ont horreur de la France, eh bien, sont passés à l'acte. Mais ça, je pense qu'on développera ça plus tard. Oui, on va en parler justement. Je salue mon camarade Hervé Moreau. Voilà, oui, parce que vous êtes deux anciens gendarmes de gradé la gendarmerie. Hervé Moreau, de votre côté, pareil, même question qu'à Jean-Pierre Faber-Nadac. Vous, première analyse à chaud, vous avez déjà réagi, mais là-dessus, comment on se lève ce matin et qu'est-ce qu'on a comme analyse en tête, Hervé Moreau, capitaine Hervé Moreau? Oui, je salue Jean-Pierre, ancien capitaine de gendarmerie comme moi-même. Et comme il l'a précisé très très justement, par rapport à 2005, à l'époque, je commandais un escadron de gendarmerie mobile, donc j'en ai une idée assez encore précise et assez nette. L'intensité n'a rien à voir avec ce qui s'était passé il y a un peu plus de 15 ans. L'intensité et la dispersion sur le territoire national. C'est absolument catastrophique, c'est un désastre naturellement. Mais je pense que s'il devait y avoir quelque chose de positif à tirer de cela, au-delà des causes que nous allons bien entendu analyser très précisément, puisque je crains hélas que rien ne soit fait en termes de conséquences et que les mêmes erreurs continueront d'être perpétrées, c'est là encore révélateur de la situation de notre pays. Extrêmement révélateur. Et s'il y a un point identifié, même dans mes relations, même dans mon entourage, même ceux qui avaient bien de la commisération et prompts à trouver des excuses à tous ceux qui nous font du mal, qu'ils soient de personnalités de gauche ou autres, en viennent à reconnaître effectivement l'état de notre pays. C'est un révélateur absolument remarquable. Depuis des décennies, nous sommes dans ce pays dans le déni. Les politiques qui se sont succédés ont essayé d'étouffer la réalité. Aujourd'hui, elle apparaît clairement à notre population, à cette immense majorité silencieuse qui s'est tue depuis très longtemps, mais qui aujourd'hui est totalement excédée. Alors, bien sûr, Nicolas, Jean-Pierre, vous le savez, l'impunité dont se prévaut les délinquants, les malfrats, les pilleurs, l'impunité, le désastre d'une bonne partie de notre justice qui ne punit pas, qui ne réprime pas.
la responsabilité des pouvoirs publics qui n'ont jamais construit ces places de prison qui nous étaient tant nécessaires. On évolue aujourd'hui dans une société extrêmement violente. Une bonne partie des 4000 personnes qui ont été interpellées n'avaient aucun casier judiciaire et on a vu dans ces circonstances à quel point aujourd'hui la violence était ancrée dans les mentalités. Jean-Pierre Faber-Nadac, je me tourne vers vous. Vous le disiez, la propagation sur les territoires, le capitaine Hervé Moreau en parlait également, ou deux. Mais qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Est-ce que c'est l'intensité aussi? Beaucoup plus de violence, un nombre de délinquants beaucoup plus important, ce qu'on appelle des émeutiers. Vous le savez maintenant depuis une semaine, on appelle ça des émeutiers. Les modes d'action et question subsidiaire que je poserai, bien entendu, capitaine Hervé Moreau après, c'est est-ce que la situation peut-elle devenir incontrôlable? Jean-Pierre Faber-Nadac. Alors la situation aujourd'hui, elle est pratiquement arrivée au point zéro. Elle est arrivée au point zéro parce que je crois que pour moi c'est le fondement de tout. Nous avons en dehors de ces racailles le problème de la drogue. Et le problème de la drogue, c'est que les grands frères voient très mal ce qui s'est passé. Ça va 2 jours, ça va 3 jours, ça va 4 jours. Ouais. Et je pense même qu'ils les ont vus avec joie et ils y ont participé. Mais à partir du moment où, évidemment, le trafic de drogue, je vous rappelle quand même que c'est 3 milliards par an qui sont déversés dans ce trafic, eh bien, à partir du moment où ce trafic est en perdition, parce qu'il l'était, et je pense que les grands frères ont tapé du poing. Je pense même mieux. Je me demande si, alors, c'est peut-être officieux, ou c'est peut-être sous-jacent, mais je me demande même si, au niveau de l'État d'un côté et au niveau des grands frères de l'autre, il n'a pas pu y avoir une espèce de connivence. Je n'irai pas plus loin, mais disant d'un côté, faudrait peut-être arrêter ça, et les grands frères disant oui, mais nous aussi, on y a intérêt, on arrête ça, et chacun ayant intérêt à ça. Donc ça me paraît important, parce que ça montre que pour l'instant, on n'est pas encore dans l'inexorable. Je vais reprendre, si vous permettez, ce que j'avais dit il y a 2 ans dans la lettre dite des généraux. Si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre. On le voit, il s'est répandu maintenant dans les petites villes, inexorablement. Dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'active. Alors, nos camarades d'active, évidemment, ne sont pas intervenus, sauf les gendarmes, et c'est leur métier. Mais ce qui est important, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que on sent bien, et Hervé l'a dit aussi, on sent bien que le ras-le-bol de cette majorité silencieuse commence à devenir de moins en moins silencieux. On a vu des jeunes descendre dans la rue, je ne dirai pas ce qu'ils sont, certains disent que ce sont des militaires à Lorient, mais on voit bien ça. Le ras-le-bol, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez 2 France qui s'opposent, l'une qui n'est plus la France d'ailleurs, qui veut plus la France, qui ne veut plus le mot France, et l'autre qui veut s'enraciner, continuer à s'enraciner, ce face-à-face. Évidemment, c'est là où un jour il y aura l'explosion, et moi j'y crois depuis très longtemps. Ouais. Hervé Moreau, pareil là-dessus, vous aussi également, sur cette question-là, est-ce que ça peut devenir incontrôlable? Jean-Pierre Faber-Nadac parlait notamment depuis 2-3 jours où on se retrouve avec des jeunes gens, effectivement difficiles à caractériser, certaines d'extrême droite, de groupes radicaux. On a aussi vu des citoyens en Moselle notamment qui défendaient leur lotissement avec des battes de baseball. Donc, est-ce que c'est là que ça peut devenir incontrôlable, Hervé Moreau, selon vous, à moyen ou court terme? Nicolas, c'est une vraie possibilité. Alors, nous allons rentrer dans la période estivale, nous y sommes déjà, donc c'est une certaine propension aussi à calmer les choses, parce que même les malfrats prennent des vacances. C'est comme le disait Jean-Pierre, je suis tout à fait d'accord avec lui, bien sûr. C'est quand même révélateur aujourd'hui d'une situation qui, de toute façon, si rien n'est fait, et hélas, rien ne sera fait par ceux qui nous gouvernent, par ceux qui président à nos destinées, c'est une situation qui, à un moment ou à un autre, deviendra incontrôlable. Ça, c'est une certitude. Le grand révélateur, une fois de plus, ça a été la faiblesse, la grande faiblesse de ceux qui nous gouvernent, la lâcheté de ceux qui nous gouvernent. Nous avons été humiliés sur la scène internationale. Tout le monde, tous les observateurs l'ont constaté. Nous sommes tenus pour des faibles. L'Algérie, la Tunisie, la Turquie nous ont donné des leçons et Dieu sait que nous n'en avons pas à recevoir d'eux.
Revenons sur la faiblesse et la lâcheté de ceux qui nous gouvernent, de notre incapacité à tenir la rue. Il s'agissait de 7 000, 8 000, 10 000 pilleurs, braqueurs, manifestants, casseurs, face à 45 000 policiers et gendarmes, et nous avons été mis en difficulté. C'est de ça dont il s'agit, après des décennies de lâcheté et de faiblesse. Et ça, notre peuple ne le supporte plus, le supporte de moins en moins. Alors hélas, nous aurons encore à le supporter pendant 4 ans, parce que c'est ainsi que prévaut notre vie démocratique. Les institutions sont ainsi faites, mais notre peuple va le trouver le temps extrêmement long. Parce que je le dis là encore, rien ne sera fait. Rien ne sera fait au niveau de nos gouvernants pour enfin apporter une solution à nos maux. Jean-Pierre y est revenu, effectivement, dans les 1500 quartiers sensibles, d'où sont issus les casseurs et les pilleurs. Rien ne sera fait dans les prochains mois et les prochaines années pour mettre un terme au trafic de drogue. Je ne sais pas s'il y a collusion entre nos gouvernants et les malfrats et la racaille, s'ils continuent d'acheter la paix sociale, à étouffer ce trafic de drogue, à le laisser perdurer. Mais tant qu'on ne reprendra pas la main dans ces quartiers, tant qu'on ne continuera pas à lutter efficacement contre l'islamisme également, qui est un des cancers de notre société, nous n'y arriverons pas. Mais ça, Nicolas, vous le savez, ça suppose le courage politique pour tenir ces quartiers l'un après l'autre, en nombre, en utilisant le cas échéant les forces armées, autres que l'armée nationale, et en s'inscrivant dans la durée. Le signal politique véritable serait d'en finir avec la faiblesse. Alors, Hervé Moreau, on en reparle avec Hervé Moreau. Merci à tous les deux, Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Mais c'est l'heure du bulletin des informations, messieurs, et je dois laisser la parole à Aldel Rosner, et nous en reparlons immédiatement après. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. La table ronde. Allez, la France est-elle devenue orange mécanique, comme l'écrivait Laurent Obertol? La situation est-elle irréversible ou réversible? Et l'État peut-il reprendre le contrôle? On continue d'en parler avec Jean-Pierre Fabre-Bernadac, ex-capitaine gendarmerie et fondateur du site Place d'Armes, et le capitaine Hervé Moreau, officier de gendarmerie à la retraite. Messieurs, merci d'avoir accepté mon invitation. On en parlait tout à l'heure, cette situation. Vous nous donniez votre avis, bien entendu. J'ai envie qu'on continue à parler de ça. Vous parlez de la reprise en main de ça. Je voudrais quand même qu'on réfléchisse à ce que nous disait Thibaut de Montbrial, avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Il était l'invité de nos confrères de CNews ce vendredi 30 juin, et il disait quelque chose d'assez incroyable dont nous pouvons nous inquiéter. Il disait, je cite, « Nous avons aujourd'hui une addition qui nous arrive sous une forme très lourde. La vie quotidienne des gens va être impactée. C'est les pavillons qui vont être attaqués. C'est les gens chez eux qui vont être attaqués. » Est-ce que ça, aujourd'hui, ça pourrait arriver selon vous, puisque vous le disiez, Hervé Moreau, nos forces de l'ordre ont été mis en difficulté, peut-être par des ordres aussi venant du gouvernement, ne pas aller trop au contact, on l'a vu. Mais si l'ordre public a de plus en plus de mal à être maintenu, est-ce que la propriété privée pourrait-elle l'être aussi, Jean-Pierre Fabre-Bernadac? Écoutez, moi je crois que la propriété privée est déjà attaquée depuis longtemps. Hein. Oui. Ça fait longtemps qu'on voit des agressions, ça fait longtemps qu'on voit des vols. Je vous passe le fait qu'il y a, je sais plus, un vol toutes les 20 secondes, donc je ne sais plus exactement. Donc par conséquent, c'est une chose qui arrive. Le problème, en fin de compte, le problème essentiel, c'est que nous avons une masse de jeunes dont nous ne savons plus quoi faire. Il n'y a plus de service militaire. Et ça, c'est un drame. Oui. Je pense que c'est un drame parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent au lycée, ils ne terminent pas les lycées, ils sont pris en main par la structure, très souvent des grands frères ou des imams ou de délinquants purs, et ils deviennent petit à petit réactifs à tout ce qui est anti-France. Et ça, il n'y a pas moyen de le faire puisqu'il n'y a pas cette cassure qui était le service militaire. Quand il y avait le service militaire, ils entendaient une autre voix, c'est le cas de le dire, une voix qui gueulait, et qui leur disait maintenant la vie c'est pas facile. On va vous apprendre ce que c'est que la cohésion, on va vous apprendre ce que c'est que l'aptitude militaire. Tout ça n'existe plus. Et je crois que c'est ça le drame. Le drame, c'est que je ne vois pas comment on peut récupérer ces jeunes qui ont derrière, évidemment, tout un tas de structures profondes qui sont là pour les idéologier au niveau même du spiritualisme, c'est-à-dire au niveau religieux.
Ouais, donc je finis, après je me tourne vers Hervé Moreau. Pour vous, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, est-ce qu'avec le service militaire, il y avait aussi ce rapprochement avec la nation, cette conscience de faire partir à une nation du collectif et aussi du mélange avec d'autres et de pouvoir à un moment donné, entre jeunes Français, faire nation ou du moins faire un bout de chemin en commun pour se rendre compte que ce pays, il était ce qu'il était et qu'il fallait à un moment donné aussi savoir le défendre et peut-être l'aimer aussi. Évidemment, hein, et moi je me souviens, et Hervé a connu ça aussi, je me souviens de stage commando, vous avez un groupe, ça se fait par groupe, ça se fait par section, et à partir de là, les gens s'entraident. Ils ne peuvent pas que s'entraider. On apprend à s'entraider. Ouais. Et s'entraider, c'est se connaître. C'est avoir confiance en l'autre. Et petit à petit, c'est changer son attitude. Tout ceci n'existe plus. Et c'est, pour moi, dramatique. Hervé Moreau, là-dessus, sur cette idée de cette désagrégation de ces jeunes, finalement, qui sont livrés, comme l'a dit Jean-Pierre Fabre-Bernadac, vers les dealers, vers parfois l'entrisme islamique ou d'autres choses. Est-ce que le service militaire pourrait être une solution, selon vous, ou est-ce que pour ces jeunes aujourd'hui, par contre, la situation est totalement irréversible aussi? Nicolas, je crois que pour répondre à votre interrogation tout à l'heure, la France Orange Mécanique, nous y sommes clairement, bien sûr. Ça a été une erreur que de supprimer le service national, bien sûr, même s'il était profondément inégalitaire. Mais il sera extrêmement difficile de le remettre en œuvre parce que les régiments ont été dissous, parce que les structures ont été supprimées, parce qu'aujourd'hui, il y aurait une très, très forte opposition, à moins d'une volonté politique extrêmement forte, là encore, mais ce n'est pas le fort des dirigeants et des gouvernants qui se sont succédés depuis trop longtemps déjà à la tête de notre pays. Et pour revenir à ce sentiment d'impunité, à cette certitude, de l'impunité, et pour résumer hâtivement les choses, vous le savez Nicolas et Jean-Pierre encore plus, ce sont chaque année 400 à 500 000 délinquants malfrats qui comparaissent devant les tribunaux français pour des faits graves d'atteinte aux biens ou d'atteinte aux personnes, pour trafic de stupéfiants, et il y en a moins de 20 000 qui sont concrètement incarcérés. Là, au niveau des 4 000 personnes interpellées pour des faits graves, violences sur membres de force de l'ordre, pillage, vous en avez à peine un peu plus de 300 qui ont été incarcérés. Le révélateur dans notre pays, c'est le mandat de dépôt, c'est l'incarcération. C'est ça le grand signal de la fermeté. Et il est aujourd'hui quasiment réduit à néant. Quand on évoquait la possibilité de s'en prendre aux biens de nos concitoyens, à leur résidence, bien entendu, c'est déjà le cas, parce que la probabilité d'être sanctionné par un mandat de dépôt, par une incarcération, est extrêmement faible, extrêmement faible. Et c'est la raison pour laquelle on voit aujourd'hui se développer dans notre pays l'autodéfense, parce que l'État régalien a failli dans sa mission majeure, puisqu'il est censé avoir le monopole de la violence légale, a failli dans cette mission. Et aujourd'hui, nos citoyens se défendent et lui en veulent très considérablement. Donc, tant qu'on n'aura pas un État infiniment plus fort, plus désireux de se faire respecter, nous n'en sortirons jamais. Et avec cela, bien entendu, la perte du respect, la perte de la fermeté, la fin de l'autorité dans toutes les strates de la société, c'est ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui. Moi, Jean-Pierre le sait, si je suis entré en politique, j'étais candidat dans ma circonscription de Côte d'Or l'année dernière, j'ai essayé de devenir le député de cette circonscription. Je n'y suis pas parvenu, je réessayerai à nouveau dans 4 ans et j'espère que je pourrai rejoindre l'Assemblée nationale pour pouvoir plus et mieux servir nos concitoyens. J'espère que nombreux seront les anciens policiers, gendarmes, pompiers, membres de l'administration pénitentiaire à vouloir rejoindre l'Assemblée nationale parce que nous sommes concrètement au fait des réalités, parce que nous en avons souffert pour les victimes dans nos carrières. Moi, les trafiquants de drogue, Jean-Pierre le sait, il a lutté contre et moi aussi. Vous avez près de 30 000 dealers qui ont comparu devant les tribunaux français l'année dernière pour moins de 1000 incarcérations. C'est quand même de cela dont on parle. Vous avez évoqué dans votre journal l'évadé de la prison d'Argentan, personne extrêmement dangereuse, qui est présumé avoir tué 2 autres personnes. Il purgeait une peine de 12 à 14 ans de prison, me semble-t-il. Il a bénéficié d'une permission de sortie au bout de 5 ans seulement. Un juge d'application des peines, un magistrat, a décidé avec d'autres sa libération pour des raisons administratives. Moi, ça m'a scandalisé. Mais ça, c'est extrêmement généralisé. Il faut que nos concitoyens le sachent. Moi, on disait, lorsque nos camarades policiers ont défilé à Paris il n'y a pas si longtemps, le problème de la police, c'est la justice. Je le dis là encore, et Jean-Pierre sera d'accord avec moi, je pense. Le problème de la gendarmerie nationale, c'est la justice. Moi, j'ai démissionné de la gendarmerie nationale. J'ai écrit mon premier livre, Vérité d'un capitaine de gendarmerie, parce que j'en ai été écœuré par les victimes. Et aujourd'hui, Nicolas, nous en payons le prix avec le laxisme auquel nous avons affaire, avec la permissivité que ne supportent plus nos concitoyens.
C'est dramatique. Ouais. Et ça continuera de perdurer, hélas, et l'intensité des violences auxquelles nous aurons affaire, forcément et de fait, du fait de cette impunité, continuera à croître en intensité et à perdurer. Bien sûr, puisque rien ne sera fait là encore. Alors, je me tourne vers Jean-Pierre Bernadac là-dessus aussi. Moi, j'aimerais vous entendre, messieurs, sur ce rapport de la Cour des comptes que je cite assez régulièrement, mais je trouve qu'il est effrayant, sur cette démission, les démissions au sein de la police et de la gendarmerie. Mais les chiffres sont hallucinants. On n'en a pas trop parlé, on peut parler, mais tout de même, mais ça devrait nous inquiéter, nous tous collectivement, citoyens, journalistes, anciens capitaines de gendarmerie, parce que c'est des chiffres qui sont 2021 et 2022 a été pire que 2021 en nombre de démissions, mais concrètement aujourd'hui, certains magistrats parlent de mouvements de fond, mais notre force de sécurité intérieure sont en train de se vider de leur substance. Jean-Pierre Bernadac, on en est où? On va jusqu'où? Et j'imagine que les émeutes que nous venons de vivre n'ont pas, à un moment donné, donné envie à certains de ne pas poser leur démission. J'imagine que certains vont aussi aujourd'hui poser leur démission dans les prochains jours. Oui, certainement. Et tout ceci est un problème de logique. Quand vous êtes considéré comme de la chair à canon, quand vous êtes méprisé, quand vous êtes haï, quand vous êtes injurié, quand en fin de compte le gouvernement, vous avez vu l'attitude de notre président de la République qui a réussi quand même à dire tout et son contraire et à la fois accuser le policier qui a tué malheureusement ce jeune et en même temps dire qu'il fallait être répressif. C'est très compliqué. Je pense que on rentre dans ces métiers pas simplement pour de l'argent, mais parce qu'on a on a un idéal. Et à partir du moment où on sent que cet idéal n'existe plus, que cet idéal est bafoué par la situation et par l'État, très souvent, il n'est pas derrière, comme l'a dit Hervé, je pense qu'à partir de ce moment-là, eh bien, vous décidez de démissionner. Mais c'est pas simplement la gendarmerie, c'est pas simplement la police, c'est l'armée aussi qui est touchée dans ce même point. Ce sont des structures qui n'existe que par la notion d'idéal. On ne donne sa vie, on ne donne sa force qu'à partir du moment où on croit à quelque chose. À partir du moment où ce quelque chose n'est plus là, à partir du moment où l'État n'est plus capable de vous redonner cette force, eh bien, à partir de ce moment-là, vous décidez de faire autre chose. Il y a aujourd'hui assez d'agences de sécurité pour que tous ces gens-là se retrouvent ou dans les agences de sécurité, ou très souvent d'ailleurs dans la police municipale, qui est beaucoup plus cocooning, je dirais, encore que elle est en train de changer elle aussi. Oui, mais Hervé Moreau, là-dessus, sur cette démission en masse, on parle par exemple dans la police, dans la PN, la police nationale, elle a connu 10 840 départs en 2021. Et j'entendais hier sur une radio plutôt de masse que maintenant certaines mairies, certaines communautés urbaines faisaient appel des services de sécurité privés pour protéger les bâtiments publics. Enfin, on marche un peu sur la tête aussi, là, à un moment donné. Nicolas, c'est absolument catastrophique. Ce rapport de la Cour des comptes commence à être identifié et connu. Les médias s'en sont fait l'écho et heureusement. Chaque fois que Radio Courtoisie veut bien m'inviter, chaque fois que je passe sur CNews, je défends mes frères d'armes, je défends mes camarades policiers. Les démissions en gendarmerie nationale depuis plusieurs années maintenant. L'année dernière, c'était 15 à 17 000 gendarmes, me semble-t-il, alors que le rythme normal des départs à la retraite, c'est 3 000 militaires chaque année, sont quand même extrêmement révélateurs d'une exaspération de mes camarades. Moi, j'ai plusieurs dizaines de milliers d'abonnés à mes réseaux sociaux. Je reçois énormément de correspondances de jeunes gendarmes d'actifs qui me disent, mon capitaine, je vais écrire au directeur général de la gendarmerie nationale pour lui dire ce que j'ai sur le cœur, pour lui faire savoir que je vais démissionner. Et je sais très bien qu'il ne s'en suivra rien de cela parce qu'ils n'ont plus confiance en leur hiérarchie. Ils sont écœurés, tous ces gendarmes, comme je le précisais tout à l'heure, par l'incurie, le laxisme d'une immense partie de la justice. Certains magistrats sont absolument remarquables, bien sûr, mais beaucoup relaxent, mettent des peines de prison avec sursis. Et les gendarmes sont quand même au fait des victimes, passent leur carrière avec les victimes, comme nous l'avons fait Jean-Pierre et moi, et nous en sommes écœurés, ils en sont écœurés. La procédure pénale est tellement lourde aujourd'hui, est tellement complexe, que là encore, rien n'est fait pour maintenir nos forces de l'ordre en service. La hiérarchie aussi est véritablement mise en cause. Les généraux de gendarmerie, adeptes pour une immense partie d'entre eux du pas de vague, et des officiers supérieurs qui sont
qui ont cette propension, les gendarmes me le disent, à ne jamais sortir sur le terrain pour protéger leur petite carrière, cela nous pose un véritable problème. Les chefs doivent être exemplaires, les chefs doivent être aux côtés de leurs hommes sur le terrain, là où se trouve le danger, là où se trouve le risque. Et Dieu sait aujourd'hui qu'avec les situations auxquelles nous sommes confrontés, et nous avons eu des morts en gendarmerie, toujours plus, c'est extrêmement nécessaire. Aujourd'hui, les gendarmes me disent, nous avons deux raisons susceptibles d'expliquer nos départs en masse de la gendarmerie nationale. C'est l'incurie de la justice, le laxisme de la justice, qui définitivement nous écœure, et notre hiérarchie, major aux sous-officiers très supérieurs ou officiers supérieurs et généraux, qui ne sortent quasi jamais de leur bureau et qui n'ont de préoccupation que pour leur seule carrière. On a véritablement, Nicolas, de grandes difficultés aujourd'hui avec cela, et ce sont les forces de l'ordre et les maires de France qui tiennent la baraque. Vincent Jeanbrun y est revenu récemment à La Île-et-Rose avec ce qu'il est advenu. Sans eux, il n'y a plus d'avenir pour notre démocratie et notre pays. Aujourd'hui, il faut totalement changer de référentiel, me semble-t-il. Il faut prendre des mesures fortes pour rendre confiance à nos forces de l'ordre. Jean-Pierre l'a dit, c'est un métier de passion. Moi, je le défendrai toujours. J'exhorterai toujours la jeunesse de ce pays à rentrer dans les forces de l'ordre parce qu'il n'y a rien de plus beau que de servir ses concitoyens. Mais c'est un métier difficile, éprouvant. Les démissions sont extrêmement nombreuses. Et si on ne résout pas les frustrations, les exaspérations de nos jeunes gendarmes et policiers, ainsi que des plus anciens, on n'y arrivera jamais. Les suicides également sont un très grand révélateur du malaise et du mal-être que l'on trouve aujourd'hui au sein des forces de l'ordre. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, Hervé Moreau parle de hiérarchie. C'est extrêmement intéressant. Vous êtes à l'origine du site Place d'Armes. Vous avez aussi, j'imagine, les gendarmes en active et les policiers en active là, sur ce site-là. Finalement, c'est quoi? C'est de la couardise, c'est de la trouille de la hiérarchie, notamment gendarmerie nationale, de laisser peut-être cette situation ou de fermer les yeux sur une situation qui devient de plus en plus irrespirable pour bien des Français, pour des millions de Français. Est-ce que c'est ça, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, au niveau de la hiérarchie? La hiérarchie, d'abord, comme le nom l'indique, elle obéit. Ouais. Et généralement, l'obéissance peut aller très loin. Là, on l'a vu au cours de l'histoire de France. Bien. Oui, oui. À partir de ce moment-là, il faut pas confondre, et Hervé en a bien parlé, il faut pas confondre les officiers supérieurs et généraux et les gendarmes et les sous-officiers. Ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les officiers subalternes et les sous-officiers, voient cette réalité. Ils voient même autre chose dont on n'a pas parlé, mais je voudrais en dire un mot, c'est l'angoisse des familles. Oui. Parce que vous avez vu maintenant qu'on s'attaque aux familles. Ouais. Alors, en gendarmerie, c'est un peu plus complexe puisque les familles sont à l'intérieur d'une caserne, et encore, il suffit d'attaquer la caserne, mais dans la police, hein, on l'a vu aujourd'hui, c'est le stress et cette angoisse. Imaginez un policier qui arrive chez lui et sa femme qui lui dit voilà ce qui s'est passé, on m'a dit fais gaffe, on m'a dit on te connaît et ainsi de suite. Comment voulez-vous que ce policier puisse travailler de cette manière-là? Et c'est la même chose pour les gendarmes. Pour ce qui est de notre hiérarchie, vous savez, à un moment donné, on ne regarde plus vers le bas, on regarde vers le haut. Parce que on est arrivé à un état où on a des espérances. Et ces espérances camouflent la réalité. On ne veut plus la voir, cette réalité, parce que les espérances sont supérieures. Hein. Et c'est évident que il y a très peu, il y en a eu quand même, il y a un ou deux officiers généraux de gendarmerie qui se sont quand même rebellés d'une certaine manière et qui ont démissionné. Mais le reste, c'est évident que c'est beaucoup plus simple de fermer les yeux d'une certaine manière. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Je pense derrière que, mais ça, j'en parlerai pas aujourd'hui. Je pense que il y a une réflexion, je sais pas ce qu'en pense Hervé, mais il y a une réflexion quand même de nos généraux sur ce qui se passe entre eux. Mais de manière, c'est en catémini. Hein. Ça se fait pas au niveau de la presse ou des médias. Oui. Mais c'est intéressant, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, de dire ça. Quand vous êtes de la même promotion, quand vous avez servi dans les mêmes coins, vous voyez et vous ne pouvez pas ne pas discuter de la situation. Et ils ont un avis qui, je pense, est un avis assez tranché. Le problème, encore une fois, c'est que
ils n'oseront pas le rendre public. Voilà le grand problème. Nicolas, ça arrivera un jour. Hervé Moreau, oui, là-dessus, Oui. Hervé. Nicolas, ce sont quand même plus prosaïquement les affres du carriérisme. C'est ça dont on parle. Quand vous êtes colonel, vous voulez devenir général. Quand vous avez 2 étoiles, vous voulez la 3e, et ainsi de suite. Ce sont les affres du carriérisme, de l'immobilisme, et ça vaut dans toutes les strates de l'administration, y compris dans les plus grandes entreprises. Donc ça, on a une réelle difficulté avec cela, bien sûr, et y compris pour les capitaines et commandants qui commandent les compagnies de gendarmerie départementale. Et concrètement, Jean-Pierre et moi, nous y avons été confrontés au niveau du corps des officiers notamment, parce que c'est de là que doit venir l'exemplarité, le courage, la volonté d'être sur le terrain, le sens de l'humain qui parfois fait tellement défaut. Il faut absolument être sur le terrain. C'est là que se trouve la vérité. Jean-Pierre et moi, lorsque nous étions en fonction, nous étions des morts de faim. Nous nous rendions sur le terrain chaque fois que le danger et le risque s'y trouvaient. Mais lorsque vous faites cela, vous mettez en danger votre carrière, bien sûr, parce que vous pouvez prendre de mauvaises décisions, vous pouvez donner de mauvais ordres. Et nombre d'officiers de gendarmerie, comme de police aujourd'hui, préfèrent demeurer dans leur bureau pour ménager leur petite carrière et ainsi favoriser leur avancement. C'est de ça dont on parle. Et ça nous pose une grande difficulté. Tant que l'avancement au sein de la gendarmerie nationale et de la police nationale sera fixé et basé sur le pas de vague et ne privilégiera pas l'avancement des officiers qui sont à côté de leurs hommes sur le terrain, nous n'y arriverons pas. Moi, il me semble que la réforme aujourd'hui des corps d'encadrement de la police et de la gendarmerie devrait être prioritaire. Tout cela favorise l'immobilisme, tout cela favorise le retrait. Et aujourd'hui, une bonne partie des gendarmes qui quittent le service, anciens ou jeunes, en sont totalement écœurés, ont de grands problèmes. Et moi, c'est ce qui m'apparaît dans toutes les correspondances que je reçois, et j'en reçois beaucoup. Ils sont écœurés par leur corps d'encadrement et ils n'en peuvent plus. C'est la base de tout. Et le corollaire, bien entendu, c'est que au regard de la faible volonté de notre jeunesse de rejoindre un métier aussi difficile et aussi éprouvant, le niveau baisse dramatiquement. Aujourd'hui, en école de gendarmerie, au niveau des concours d'accès aux écoles de gendarmerie, le nombre de candidats est de plus en plus faible. Le niveau a également beaucoup baissé. Et Dieu sait que c'est un métier difficile, que la procédure pénale, nous l'avons enseigné, Jean-Pierre et moi, est compliquée, difficile, nécessite des personnels de bon niveau dans le domaine de la compréhension de cette procédure pénale. Je vous rappelle, le code de procédure pénale fait 3000 pages, le code pénal également. Eh bien, ça nous pose pour l'avenir de très, très grandes difficultés. Tant que le courage politique ne consistera pas à radicalement changer ce qui doit l'être, nous n'en sortirons pas là encore. Et si notre démocratie ne dispose pas des forces de police et de gendarmerie à même de continuer à la protéger, alors elle sera en danger. Vous l'avez précisé, Nicolas. L'avenir, si dans l'avenir les forces armées devraient être déployées sur le terrain parce que la situation nous échappera, c'est ce que nous pouvons craindre, alors il y aura un risque que l'on tire dans la foule. Et ça, nous n'en voulons pas. Ça, nous n'en voulons pas, bien sûr. Alors, il nous reste encore 4 minutes, messieurs, et je vais vous poser une question, 2 minutes chacun. Je sais que c'est court pour tous les deux, parce que je vous sais prolixe à ma question et passionné par ces questions-là, et surtout passionné par le pays, par notre pays, bien entendu. Jean-Pierre Fabernac, je reviens sur ma question. On a vu des commerçants faire des rondes pendant les nuits d'émeutes. On a vu des groupes, certains disent radicaux, peu importe, machin, qui se sont promenés aussi dans les rues pour des brigades anti-casseurs. Et on a vu aussi des citoyens, ça on l'a très peu vu dans les médias de masse, qui aussi ont fait des rondes dans certains lotissements en France pour essayer de se préserver, se protéger de ça. Finalement, je reviens là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné que les forces de sécurité intérieure perdent le contrôle, peut-être par couardise de la direction de la hiérarchie, ou dépassés tout simplement par le nombre d'émeutiers, et que les gens se fassent justice, ou du moins se protègent eux-mêmes. Donc là, ça serait véritablement une guerre civile au sens littéral du terme. Est-ce que c'est un risque aujourd'hui, Jean-Pierre Fabernac, et après Hervé Moreau? Alors, un risque aujourd'hui, non. Un risque demain, oui. Oui, d'accord. C'est ça la différence. Mais si vous voulez, ça existe déjà, et puis je vais parler pour moi, pour Place d'Armes. D'abord, vous savez qu'il existe ce qu'on appelle les voisins vigilants et les voisins citoyens. C'est une manière déjà de regrouper les gens. Parce que tout le problème tient au regroupement. Et il faut savoir que nous avons décidé au sein de Place d'Armes de redonner justement ces valeurs du service militaire en essayant de donner aux gens tout un tas
de manière de voir la vie et de manière d'agir. Par exemple, les courses d'orientation, par exemple, la topographie, par exemple, le tir normal, hein, c'est-à-dire Oui. officiel et autorisé. Mais je pense qu'il faut à un moment donné, que les gens puissent tout simplement connaître un certain nombre d'actions qui seraient possibles un jour. Pour l'instant, ceci n'est pas d'actualité. Je le redis, ça sera certainement pour demain. Mais on ne peut pas laisser la situation perdurer et on ne peut pas laisser le citoyen simplement avec les forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre ne peuvent pas être partout. D'ailleurs, vous l'avez vu, il y a eu des endroits, maintenant que vous avez des attaques dans les petites villes, il y a eu des petites villes où il n'y avait personne. Et c'est à cause de ça que on a vu ce qui s'est passé. Par exemple, à la Haie-les-Roses, où le maire était à la fois à la mairie, mais évidemment, il ne pouvait pas être chez lui. Et vous avez vu l'attaque qui s'est passée. Donc, on va aller vers cette structure. Et vous avez les sociétés de sécurité pour les gens les plus fortunés. Hein. Je vous signale qu'il y a des pays dans le monde où, dans les centres-villes, par exemple en Afrique du Sud, où dans les centres-villes, vous avez des forces de sécurité et vous avez des miradors qui ont été mis sur les villas. Eh bien, on n'en est pas là. Mais c'est sûr que les gens les plus fortunés pourront faire ça et les autres, se regrouperont entre eux pour essayer de résister. Et j'espère surtout qu'ils feront ça en apport, en concomitance avec les forces de l'ordre, de telle manière à ce que ça reste dans un cadre légal. Hervé Moreau, vous avez le mot de la fin là-dessus en 1 minute 30, là-dessus. Voilà, je suis désolé, je sais que c'est court pour vous, Hervé Moreau, mais c'est comme ça, hein, vous savez, je suis commandant de la matinale ce matin et j'ai des ordres. Hein. Alors, en 1 minute 15 maintenant, Nicolas, oui, bien sûr, il y a un véritable risque que nos concitoyens, à un moment donné, n'en puissent plus et décident de s'organiser en autodéfense parce que l'État aura totalement failli. Moi, je suis un officier extrêmement volontariste. Je suis un apprenti homme politique qui croit que tout sera toujours possible à compter du moment où on s'en donne les moyens, à compter du moment où on fait preuve d'autorité et de fermeté. Nous verrons ce qu'il en sera des prochaines échéances électorales. Dans 1 an, les élections européennes, ce sera déjà un très grand premier signal. Et ensuite, bientôt, dans 4 ans, avec les élections présidentielles et législatives, il nous faut un gouvernement, une majorité qui soit fort, qui soit véritablement en mesure de répondre aux attentes de nos concitoyens. On le peut. Je crois que nous sommes prêts pour cela maintenant en France. Cesser d'être faibles et en finir également avec le désœuvrement. Ça, c'est quand même un point absolument majeur que nous avons assez peu abordé, avec l'assistanat qui prévaut dans une frange majeure également de notre population, ces personnes qui ne font rien, qui abusent de la générosité de la République, qui se gobergent de cet assistanat et qui nous en veulent pour notre supposée faiblesse et lâcheté. Le jour où nous mettrons un terme à tout cela, nous aurons gagné et nous répondrons véritablement aux attentes de nos concitoyens. Bon, merci, messieurs. J'ai Jean-Pierre Bernadac, ex-capitaine gendarmerie et fondateur du site Place d'Armes. Allez voir, vous allez voir, c'est intéressant. Et le capitaine Hervé Moreau, officier gendarmerie à la retraite. Merci, messieurs. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonne journée à vous.